Et bonjour Samuel, Bonjour Mélissa. et merci d'être avec moi aujourd'hui, ce soir. Donc, j'ai quelques questions à te poser par rapport à l'emploi en France. Donc, que ce soit en France ou dans les dom-toms français. Ouais. Et donc, j'aimerais que tu me parles, que tu nous présentes ton expérience voilà, ton expérience à ce sujet. Alors, avant tout, Mhm. pourrais-tu te présenter? Voilà, me dire qui tu es. Avec plaisir. Alors, Samuel, 28 ans, issu d'un parcours scolaire en ressources humaines. Donc, j'ai obtenu un master 2 en gestion des ressources humaines en 2016. Depuis l'obtention de ce diplôme, eh ben, je fais mon petit parcours professionnel. Donc, j'ai occupé un premier emploi de chargé de recrutement. J'ai été ensuite conseiller en formation professionnelle pendant 3 ans et demi à La Réunion. Donc, j'occupais le rôle de commercial pour un organisme de formation dans le secteur public, excuse-moi. Non, pardon, privé. Justement, c'est OK. l'inverse. Donc, voilà, pendant 3 ans et demi, je proposais des formations en management, communication et commercial. Trois belles années, mais La Réunion, enfin, une très, très, très belle île, mais très petite. En ce sens, j'ai décidé de venir m'installer en métropole et de continuer dans ce domaine, donc dans le conseil en formation continue, à Lyon, depuis octobre 2020, où j'occupe le même poste de conseiller en formation avec un rôle de management de l'organisme. Voilà, depuis 1 an et demi maintenant. Très bien. Et voilà. Merci, merci, merci. Alors, je vais peut-être commencer par donc tes expériences en tant que candidat. Ouais. Puis si tu as besoin de mélanger, voilà, il n'y a pas de souci, entre candidat et recruteur. Alors peut-être d'abord, est-ce que tu pourrais m'expliquer en quelques mots ce que sont les ressources humaines? Qu'est-ce que c'est que ce domaine-là? Alors, les ressources humaines, c'est une très grande branche d'activité professionnelle où les acteurs donc en ressources humaines vont recruter l'humain de l'entreprise, les intégrer au sein de la structure et au sein de leur fonction, les former au quotidien, donc afin qu'ils développent leurs compétences pro et perso, mais aussi, alors c'est une conséquence directe, afin qu'ils maintiennent leur employabilité sur le marché professionnel, les motiver, les fidéliser à travers la mise en place de différentes politiques, différents packages de motivation, que ça passe par la rémunération, par l'environnement de travail, les conditions de travail, les avantages sociaux, les accompagner tout au long de leur carrière, donc à travers une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en leur proposant éventuellement de la mobilité en interne, de la montée en compétences à travers des formations longues et diplômantes. Et puis, voilà, c'est un peu tout ça pour moi, les ressources humaines. Et puis, bien évidemment, là, il y a cette partie aussi plus administrative, voilà, avec le cadre de travail, le juridique. Euh, et toutes les obligations liées à l'entreprise, telles que, alors, telles que la fonction un peu RSE. Alors, c'est pas vraiment une obligation, mais c'est quand même quelque chose d'assez notable aujourd'hui. La communication interne, voilà, le droit à la formation. C'est un peu tout ça, voilà, en résumé. C'est pas tout à fait dans le bon ordre, mais c'est un peu l'idée que j'ai des ressources humaines. Qu'est-ce qui t'a motivé à étudier, travailler dans ce domaine? Ce qui m'a motivé, c'est le, le fait de savoir que les acteurs en ressources humaines contribuent
d'abord au succès de l'humain et ensuite au succès de l'entreprise. Et moi, j'ai voulu justement être acteur dans cette branche. Alors, j'ai du coup d'abord exercé dans la partie recrutement et intégration, donc l'accueil de l'humain au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, je suis sur la partie formation et développement des compétences à travers le conseil en formation. Et c'est ma personne de manière générale, j'apprécie beaucoup le fait d'avoir un impact positif auprès des gens qui m'entourent, de la vie des gens qui m'entourent. Donc ensuite, il y a cette déclinaison personnelle et professionnelle et j'ai choisi du coup à travers la voie professionnelle d'exercer un métier qui a cet impact sur l'humain, sur la personne, sur l'individu. Et donc moi aujourd'hui, alors au début dans le recrutement, je leur permettais d'avoir une opportunité d'exercer un métier qui leur voilà, qui pouvaient leur plaire et dans lesquels ils pouvaient s'épanouir. Et aujourd'hui, donc, se former, donc déployer les compétences, les aptitudes qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs professionnels. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi ce parcours. Ok. En tout cas, tu as une idée bien précise de ce que tu aimes. Voilà. Tu es complètement à fond, c'est génial. Et ouais, c'est la passion en fait du métier et le fait d'avoir bien réfléchi avant de lancer dans l'aventure, parce que c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, mais il y a toujours le plaisir et la passion qui vont avec. Ben, c'est tout ce que je te souhaite. C'est tout ce que je te Merci. souhaite. Et alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Mhm, Les entretiens d'embauche, l'employabilité. mhm. Te souviens-tu de ton tout premier entretien d'embauche? Euh, oui, alors peut-être pas à 100%, je dirais à 75-80%, mais oui, je m'en souviens. Hein. Est-ce Ouais. que tu pourrais nous en parler? Alors, voilà, dans quel pays, dans quel type d'entreprise Mhm. et ton ressenti? Ok. Alors, c'était en 2014. J'intégrais le master en première année de master en ressources humaines en alternance. Donc, qui dit alternance dit entreprise et qui dit entreprise dit candidature. Donc, moi, en effet, je cherchais du coup à avoir une entreprise dans le cadre de mon master. Je n'avais pas forcément choisi le métier au début. Je savais que je voulais voilà, être dans les ressources humaines. Alors, je savais que je ne voulais pas être dans la paie et l'administration du personnel parce que je savais que les chiffres et tout ce qui est lié au juridique, ce n'était pas mon fort. Donc, je m'étais voilà, spécialisé, on va dire, pas spécialisé, mais mes choix, lorsque je répondais aux opportunités ou lorsque je candidatais en spontané, se portaient sur des postes, sur des offres d'emploi plutôt voilà, généraux, entre guillemets, sur des actions pas aussi spécifiques que la paye et l'administration. Et du coup, j'ai Orange Réunion qui m'a contacté suite à la réception de ma candidature pour un poste de chargé de recrutement d'alternance. Mon rôle était du coup de recruter sur les postes internes et externes, les fonctions commerciales et supports. Voilà, il n'y avait pas de limite. J'étais en fait la première personne, la porte d'entrée en fait chez Orange pour les candidats sur les divers postes proposés. Mon tout premier entretien, je m'en souviens, c'est très bien passé. J'ai été reçu par ma manager du temps, qui était responsable du pôle recrutement d'Orange. Je me suis rendu en entreprise, du coup, bon, déjà à l'heure, la ponctualité, c'est important. Voilà, bien habillé, pour faire bonne impression. Et voilà. Mais sûr de moi parce que je savais pourquoi je choisissais ce parcours de formation, donc à travers le master en sciences humaines. Surtout parce qu'entre Orange est une belle entreprise, une très très belle structure à mettre sur son parcours professionnel, sur son CV.
Et le poste de chargé de recrutement, complètement nouveau, mais pourtant, le fait de rencontrer différentes personnes au quotidien, d'échanger avec eux et de mettre en valeur le meilleur d'eux-mêmes pour qu'ils puissent atteindre leur objectif en intégrant le poste qu'ils souhaitaient, c'était pour moi des éléments de motivation voilà, qui me rendaient très sûr de moi lorsque je suis arrivé durant cet entretien. Donc, il y a cette question. Alors, pour comment ça s'est déroulé, il y a cette partie de présentation générale, pourquoi, voilà, d'où est-ce que je viens, qui je suis, pourquoi je souhaite candidater sur ce poste, et ensuite différentes questions spécifiques liées au poste. Quels seraient mes points forts pour ce poste, pourquoi moi et pas un autre, comment est-ce que j'entreprends mon parcours afin d'atteindre mes objectifs et comment est-ce que je me situe au sein d'une équipe, car j'en étais une équipe de 3 personnes. Voilà, l'entretien a duré 1 heure et demie et j'ai été assez impressionné parce que je ne pensais pas que les entretiens duraient aussi longtemps. J'avais eu écho, et puis de par les différentes sources auxquelles je me suis renseigné, que les entretiens, à la base, pour un poste en alternance, en tout cas, c'était 45 minutes et 1 heure, mais au final, ça a duré 1 heure et demie. Pourquoi? Parce que l'échange avec la manager s'était tellement bien passé qu'on a commencé à discuter, à prévoir des choses, voilà, et puis elle a voulu aussi en savoir plus sur moi, et moi aussi, j'ai voulu en savoir plus sur elle et sur l'équipe et sur la structure. Donc, l'entretien a été d'abord sur le poste, mais ensuite sur la structure, sur les missions, voilà, un peu sur les personnes aussi. Et voilà, et au bout d'1 heure et demie, voilà, elle m'a indiqué qu'elle reviendrait vers moi plus tard, et elle est revenue vers moi au bout d'une semaine et m'a annoncé la bonne nouvelle. Et donc, j'ai occupé ce poste du coup pendant 1 an, et j'ai été rappelé à l'issue de mon master ensuite pour en CDD pour un remplacement. Et voilà, ça a été ma première expérience, mon premier entretien d'embauche. J'en suis ressorti très content parce que ça a été un succès et je l'ai bien senti et j'étais content. Voilà. Oh, bah super, super. Donc, en fait, ton tout premier entretien a été un succès. Voilà, c'est Bravo, ça. bravo. Mais je toucherai un mot à Madame Cassama pour la comptabilité. Ah, elle le sait déjà, parce que pendant 2 ans, c'est ce que je lui ai dit. Les chiffres, c'est hors de question. Pourtant, je m'en sortais bien, hein, mais j'avais de bonnes notes et tout, mais au Juste pour quotidien, l'école, quoi. voilà. C'est ça. Oh, d'accord. Et alors, c'est oui, je suis un petit peu dans le désordre. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on va dire, donc depuis ton alternance Mhm, à aujourd'hui, par rapport à tous les emplois que tu cherchais quand tu as cherché à changer de poste, voilà, de paysage, d'environnement, mhm. as-tu envoyé beaucoup de CV? Oui, Et j'ai envoyé. combien de retours as-tu eu? Je ne sais pas, par pourcentage, si tu peux. Alors, ouais, alors, je crois même que je peux t'avoir un chiffre précis. C'est pas vrai, pour avril. Euh, Oui, ah bah oui. Alors, pour te faire part du contexte, alors en alternance, je sais que j'ai envoyé entre 15 et 20 candidatures à chaque fois. J'ai peut-être eu la moitié, ça allait 60% de retour, peut-être, en ce sens. Ensuite, lorsque j'ai cherché, après mes diplômes et mes alternances, lorsque j'ai cherché mes premiers emplois, pour mon premier emploi à La Réunion, j'ai pas beaucoup candidaté, je t'avouerai à ce moment-là, peut-être une dizaine. J'avais eu des retours à chaque fois. Parce que là, c'est vrai que j'ai été très sélectif dans les emplois que je voulais occuper. Je me suis laissé un peu de temps de repos après mes 5 ans d'études, donc je n'étais pas pressé. Et ensuite, voilà, j'en candidatais de temps à autre.
voilà, une dizaine de candidatures. Et là, j'avais eu à peu près eu tous les retours. Mais le moment le plus important, c'est lorsque je quittais La Réunion et que je voulais du coup me rendre en métropole. Et là, j'ai du coup candidaté un peu plus. J'ai envoyé 65 candidatures, je pense. Je vais essayer de te retrouver tout ça, mais je n'arrive pas à mettre la main sur mon tableau. Si, je pense que c'est pas très loin. Non, non, voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais te donner des chiffres exacts pour que, si au cas où, dans le cas où tu fais des stats, j'ai alors, en effet, envoyé 64 candidatures et j'ai reçu exactement, combien est-ce que j'ai reçu de retours? Non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Excuse-moi, hein, Non, 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 on prend ton temps. je prends j'ai pas choisi le bon filtre. Voilà. Voilà, voilà. J'ai reçu 23 retours. D'accord. Donc, un retour, c'est positif 4 ou retours. négatif? Pardon? Un retour, c'est positif ou négatif? C'est quelqu'un qui te Positif répond. ou négatif? Alors, D'accord. j'ai eu un retour positif, du coup, bah, c'est le poste que j'ai eu. Les 23 autres étaient négatives. Et la quarantaine de restantes, ben, j'ai envie de te dire, je regarde les emplois qui, s'agit- que j'avais visés et je te confirme que ouais. Donc 41 non-retours. En fait, tu as ces messages automatiques qui te disent au bout de 3 semaines, si vous n'avez pas de nouvelles, eh ben, considérez l'offre comme non, comme ma candidature comme non retenue. Mais voilà, je te confirme, j'ai eu 24 retours et dont une positive, le reste négatif et tout le reste, aucun retour. Voilà. Euh, ok. Donc, penses-tu, alors, au niveau de ton expérience, Mhm. chercher un emploi dans le domaine des ressources humaines, est-ce quelque chose de difficile? Est-ce qu'il y a des postes à pourvoir? Alors, le métier recrute. Ça, j'en suis persuadé. Je regarde les offres un peu. Alors, lorsque j'ai quitté mon poste avec mon dernier poste, je regardais assez régulièrement et même des fois au quotidien, je regardais un peu par curiosité. Ça recrute. La difficulté, c'est Alors, je pense déjà à la localisation géographique. Pas toutes les villes, de par sa taille et son activité économique, peuvent proposer exactement l'offre que l'on souhaiterait avoir. Euh, je prends l'exemple La Réunion où il est très difficile d'avoir des postes spécialistes. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, le poste de chargé de recrutement que j'ai occupé, il est très difficile de le retrouver dans une autre structure qui ne sont pas d'une grande taille. Parce que à La Réunion, sur un territoire qui est assez petit, eh ben, les postes sont généralement spécialisés, généralistes. Tout est regroupé chez une même personne ou deux personnes. Donc, il peut y avoir cette difficulté-là. Donc, ça va dépendre de l'endroit où nous nous situons et l'activité économique de l'endroit. Paris, par exemple, il y a très, très, très peu de difficultés de trouver le poste que l'on voudrait avoir. Mais dans une plus petite ville, et ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, la première difficulté, la localisation géographique. La seconde difficulté que l'on peut rencontrer lorsque l'on candidate,
c'est les spécificités même, les métiers, le secteur qu'on souhaiterait avoir même. Après, ça dépend de nous, ce que l'on cherche, des besoins spécifiques, des objectifs spécifiques. Je pense qu'il faut se laisser une petite marge de manœuvre au cas où. Par exemple, se dire que euh, on va démarrer plutôt à tel salaire et plus tard atteindre tel objectif, sans trop non plus faire de sacrifices, parce que nous-mêmes, en tant que candidats, on sait ce que l'on vaut, on sait ce que l'on veut, mais se laisser une marge de manœuvre à 5-10% au cas où. Donc ça peut être deux difficultés que l'on peut avoir, mais de manière générale, en ressources humaines, en métropole, je pense que ça recrute assez bien. Et dans les entretiens que tu as passés, Mhm. quel serait le pire? Ah, le pire entretien que j'ai pu avoir. euh, le pire entretien que j'ai pu avoir. Alors, ça remonte en 2017 où j'ai candidaté à une offre d'assistant en ressources humaines en remplacement. Et je sortais tout juste en fait d'un an et demi en tant que chargé de recrutement. Donc, si tu veux, les entretiens de recrutement, je m'y connaissais un petit peu. Euh, le souci que j'ai eu durant cet entretien, même si je n'occupais pas le poste de chargé de recrutement, c'est le fait d'avoir en face de nous une personne qui reprenait des questions à l'état brut depuis une grille qu'elle avait téléchargée sur Internet. Parce que j'avais vu sa grille, j'avais vu les sites, et donc c'était des questions voilà, bien spécifiques, bien précises. Et ce qui fait que lorsqu'elle posait des questions, bah, des fois, elles n'avaient pas forcément de sens. Et du coup, ça me portait à confusion. La question qu'elle m'avait posée, par exemple, c'était, alors, euh, je sais plus quels sont vos sens? Des choses comme ça, mais je dis, mais ça veut rien dire. Et j'étais confus. Et à ce moment-là, son manager est arrivé et a complété la question en disant, voilà, quels sont vraiment, qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Comment quel percevez-vous le sens du poste, etc. Mais du coup, avant son arrivée, j'avais eu l'impression de discuter avec un robot, quoi. Et c'est frustrant parce que, euh, j'avais du mal à trouver la bonne réponse à sa question parce que sa question n'était pas toujours pertinente, elle n'avait pas forcément d'impact sur le poste. Et ce qui est frustrant, c'est que tu te dis, bah, la personne qui décide, en fait, qui est en face de toi, tu as des doutes en fait sur ses compétences en tant que recruteuse parce que tu ne sais pas si elle va bien comprendre ce que tu dis, comprendre le sens de ce que tu dis, être vraiment à ton écoute. Et voilà, donc ça, c'est un peu, ça pouvait être un peu frustrant. C'est vrai que de la part d'un candidat dit comme ça peut être spécial, ça peut être bizarre, mais nous aussi, en tant que candidat, on a le droit d'avoir notre niveau d'exigence lorsqu'on candidate et dans l'échange qu'on veut avoir avec les personnes qui nous recrutent. Donc, on en parle très régulièrement avec mon colloque, par exemple. Euh, le fait d'être reçu par une personne qui nous comprend, qui comprend notre parcours, notre métier, les spécificités et l'offre qu'elle propose, c'est très important pour un entretien réussi. Et ça a fait pour moi partie l'une des pires expériences parce que tu rencontres une personne et tu veux te défendre ta candidature face à une personne qui ne maîtrise pas son sujet, qui ne comprend pas tout ce que tu dis et qui ne comprend pas les questions qu'elle te pose. C'est pas génial. Donc, voilà. Voilà pour ça. Après, est-ce que j'ai eu d'autres expériences? Pas vraiment. Euh, non, des choses. C'est non, j'en ai pas eu. Ça a été la pire, je pense. Et dans les entretiens que tu as pu faire, y a-t-il eu des refus ou alors tous les entretiens ont été positifs, soldés par l'emploi? Non, j'ai eu des refus. Mhm. Notamment lorsque j'étais en alternance, donc après les entretiens, donc c'était bien passé.
On m'a refusé parce qu'ils avaient trouvé des personnes qui correspondaient mieux au poste en termes de compétences techniques parfois. Euh, Sinon, c'était la période qui convenait pas. Bah, tout récemment, par exemple, j'ai passé un entretien pour un organisme de formation. L'entretien s'est bien passé, mais on a mis ma candidature en stand-by parce que le recrutement se ferait plutôt cet été, alors que j'étais disponible là, donc en mars 2022. Bon, c'est un pseudo-refus, hein, un refus voilà, à 50%. Euh, des refus par rapport à ma position géographique. Je suis basé à Lyon, j'ai postulé pour des offres à 80-100 km de Lyon. Faire la route, moi, ça ne me dérangeait pas, ça ne me faisait pas peur, mais du coup, on a refusé ma candidature pour ça suite à 2 entretiens. Bon, écoutez, ça peut se comprendre. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pu avoir pour l'instant. D'accord. Donc, on t'a toujours donné les raisons, qu'elles soient véridiques ou non, mais les raisons de ton refus, enfin du refus. Après entretien, en tout cas, je n'ai D'accord. pas toujours eu des motifs de refus lorsque j'ai envoyé ma candidature, Oui. mais toujours eu les motifs de refus à l'issue des entretiens. L'on m'a expliqué, voilà. Ça a été. Après, je pense que de même, les employeurs ont décidé, bon, après 1 heure et demie d'entretien à chaque fois, il y a un bon feeling, par eux-mêmes, ils vont expliquer. Et jusqu'à présent, ça a toujours été le cas. Donc, voilà, si ce n'a pas été le cas, j'aurais posé la question, c'est sûr. Parce que quand on est positif et optimiste, on dit que ça va bien se passer et que ça se passe bien, et qu'au final, on te refuse, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement s'attendre à une acceptation. Il peut toujours avoir une raison qui fait que c'est l'importance de la remise en question et de l'amélioration de soi. Mais c'est quand même bien aussi de savoir pourquoi. C'est toujours constructif de savoir pourquoi ça va marcher. Il ne faut pas hésiter à poser les questions. Ouais. Donc, voilà. Et jusqu'à présent, ça a toujours été dit. Oui, super. Et alors, avec tous les entretiens et puis même les candidatures, les envois de CV que tu as pu faire en tant que candidat, mais je pense qu'aussi il y aura le mélange avec en tant que recruteur parce que tu vois aussi des choses et que tu retiens de ces Ouais. expériences-là. Alors, d'après toi, quelles sont les choses à faire ou voilà, qu'est-ce qui est absolument à faire, indispensable à faire pour envoyer son CV, pour comment se comporter dans un entretien et Mhm. aussi qu'est-ce qu'il y a ne surtout pas faire. D'accord. Alors, oui, je vais m'appuyer sur mes deux profils. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? On va commencer par l'envoi de la candidature. Un CV propre, pas surchargé, qui met en valeur les éléments les plus importants du parcours qu'on a pu réaliser jusqu'à présent. Par ça, j'entends l'intitulé du poste, la durée, les missions qu'on a réalisées et les objectifs atteints. Ça, pour moi, c'est important sur le CV. Ensuite, son parcours scolaire, l'année d'obtention, les diplômes qu'on a eus. Bon, c'est ses coordonnées, ça, cela va de soi. Euh, Après, lorsque c'est demandé, mais c'est préférable de l'indiquer quand même ses compétences informatiques, si ça a un impact sur le poste, mais bon, c'est toujours bien de l'indiquer. Des fois, c'est bien aussi de mettre des choses sur voilà, ses activités extra-professionnelles, ses passions, mais uniquement des choses qui peuvent avoir un impact sur l'entreprise, l'ambiance de l'équipe et le poste. Euh, Par exemple, je fais du théâtre et je suis passionné par la communication. Ça a un impact sur mon parcours parce que j'ai ce rôle de conseiller auprès des entreprises et des employeurs. Donc, on est bien sur la communication. Et puis voilà, le sport aussi, ça peut être bien. On considère qu'on prend soin de soi et qu'on a un équilibre de vie voilà, bien équilibré. Équilibre de vie bien équilibré, voilà. Euh, donc voilà, et tout ça facilement lisible, parce que le recruteur, quand il va ouvrir le CV, il lui faut les infos clés très rapidement.
que ce soit agréable à la lecture, que ce soit pas surchargé. Quand c'est surchargé, quand il y a beaucoup trop d'infos, le recruteur, il va perdre son temps à chercher la bonne information et ça peut passer comme de la survente de soi, comme si on souhaite combler des manques. Et ça, aujourd'hui, voilà, ça se voit très facilement. Donc voilà, propre et puis structuré, lisible, quoi d'autre? Sans faute d'orthographe, hein, ça c'est ça va de soi, voilà. Et puis alors après, sans faute d'orthographe, bon, si, il y a toujours des choses qui sont pardonnables, hein, c'est pas mais c'est bien quand même de le faire au mieux. Et des CV qui ressemblent au métier. C'est-à-dire, des CV, par exemple pour les postes de marketing communication, ce qui se fait de plus en plus, c'est des CV on va dire un peu des CV digitaux, des CV, sous forme de maquettes, de pubs, de Packaging et sortent compagnie. complètement du lot et c'est bien parce que c'est lié au métier et ça prouve ça démontre déjà une compétence mais, à la chose. Par contre, ce type de CV, pour un poste de responsable de paye, ça va pas forcément le lire. Donc, Peut-être un CV en mode fiche de paie. tout à fait. Ça peut marcher. Exactement. Pareil pour les CV, pour les métiers un peu plus techniques, c'est pas forcément nécessaire, mais ça doit rester propre dans tous les cas. Voilà. Donc, adapter son CV à l'entreprise auprès de laquelle on candidate et au métier, c'est bien aussi. Ça peut tout à fait être bien. Dans tous les cas, pour moi, là, c'est un objectif, une opinion, mais ce qui compte, c'est voilà, les compétences, le parcours et voilà. Ensuite, la lettre de motivation. Bon, alors, il se dit qu'en 2022, la démotivation est de moins en moins demandée. Je n'ai pas d'opinion à ce sujet, mais dans le cas où elle est demandée, ce qui est bien, c'est alors c'est justement l'enseignement de notre professeur de communication en GEA, 3 blocs. Si mes souvenirs sont bons, c'est le bloc vous, donc l'entreprise, le bloc moi, pourquoi est-ce que je candidate et qu'est-ce que je peux apporter, et le bloc nous. C'est ça. Je suis pas sûr, je crois que c'est ça. Et je sais que Alors, la première phrase, c'est actuellement étudiant. c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, en effet, le bloc vous, c'est alors ça commence par voilà, je candidate parce que votre poste, machin, je suis disponible telle date. Moi, parce que voilà, je sais apporter tel élément et nous, on pourrait ce qu'on peut faire ensemble. Donc voilà, adapté à l'entreprise également. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que lorsque je visite le site institutionnel de l'entreprise, je reporte dans ma lettre de motivation les valeurs de l'entreprise. Je candidate chez vous parce que vous représenter telle valeur, telle que son entreprise. Et voilà, ça peut être des éléments de motivation. Moi, voilà, mes compétences, mes qualités, ce que j'ai pu développer durant mon parcours et ce qui pourrait me permettre d'atteindre mes objectifs, les objectifs que l'on se fixera ensemble sur le poste que vous proposez. Et enfin, nous, je suis convaincu que nous pourrons travailler ensemble parce que ceci, parce que cela, telle raison, telle motivation, tel objectif ensemble, telle qualité que je peux vous proposer, etc. Concis, une page. Alors, le CV, 1, 2, 3 pages, bon, ça Ça se dépend, oui, discute. en France, oui. Ça dépend des parcours, parce que pour les personnes qui ont plus de 30 ans, 40 ans d'expérience, 20 ans même, le CV peut commencer à être un peu… Par contre, la démotivation, pour moi, c'est toujours une page. Il n'y a pas besoin d'écrire une démotivation sur 2 pages, sans trop en vendre non plus, parce que le reste sera durant l'entretien. Voilà. Donc, uniquement les informations clés dans la lettre de motivation. Et voilà. Il y a aussi la question de la photo sur le CV. Bon, Aujourd'hui, elle n'est pas obligatoire. elle n'est Mais pas obligatoire. Est-ce que c'est mieux avec ou sans? Je n'ai pas d'opinion à ce sujet. On ne recrute pas pour un physique, on recrute pour les compétences, le métier, voilà, la motivation de la personne. Libre. Les gens, voilà, à faire comme ils le souhaitent. Là-dessus, je n'ai pas de préconisation.
Donc voilà pour l'envoi de la candidature. Après, ça dépend. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui nous permettent de transmettre notre CV et la démotivation sans texte supplémentaire. Si c'est possible, c'est toujours bien de dire voilà, bonjour madame, monsieur, je vous transmets ma candidature, je reste à votre disposition. Voilà pour la forme. Après, ça aussi, ça dépend de la plateforme sur laquelle on candidate. Et voilà, l'envoi de la candidature, c'est fait. L'employeur le reçoit, va traiter la candidature, donc faire le point avec la fiche de poste, ce que l'on recherche, ce que l'entreprise recherche, et aussi les… Alors, ça aussi, c'est bien aussi de dire à partir de quand est-ce qu'on est disponible. Voilà. Et voilà. Donc, le CV correspond via l'étape de l'entretien. Donc, on va contacter le candidat pour lui fixer une date. Ce qui est important, c'est de préparer l'entretien, bien évidemment. Donc, préparer, alors, ça passe par bien relire la fiche de poste, préparer cette partie-là en se disant, voilà, généralement, il y a toujours cette question de pourquoi avez-vous candidaté sur le poste. Donc, le fait, c'est bien de relire la fiche et de se dire, vous proposez telle mission, j'apprécie cette mission parce que j'ai eu l'occasion de le faire et j'ai fait appel à telle compétence, généralement le type de réponse qu'on apporte. L'entreprise, pourquoi l'entreprise? Parce que vous partagez telle valeur, parce que voilà, vous avez tel projet qui me motive, vous faites voilà, l'innovation, ça peut être n'importe quel motif tant qu'il y en a un et que celui-ci est pertinent, bien évidemment. Et non, on ne va pas candidater chez Orange parce que j'adore la couleur orange. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui fassent ça aujourd'hui. Mais pour prouver mon point, c'est de se dire que voilà, c'est très important d'avoir, pour chaque raison qu'on va apporter à chaque question, c'est d'avoir le sens qui va avec. Voilà, donc la préparation, la fiche de poste, l'entreprise et soi-même. Soi-même, c'est se dire que, alors oui, il y a des personnes il y a de stress, il y a du stress. Ça, c'est naturel. Il ne faut pas se dire, il ne faut pas stresser, il ne faut pas avoir peur. Non, il faut utiliser cette énergie, la transformer en adrénaline positive et préparer encore mieux l'entretien en ce sens. Parce que lorsqu'on a préparé l'entretien, on arrive le jour J plus sûr de soi, je pense. Voilà. Donc, se dire en préparation, je vais parler de ça parce que ça peut avoir un impact sur le poste ou sur l'équipe. Je vais parler de ça, tel projet que j'ai réalisé parce que voilà, c'est moi, c'est un élément de succès, c'est quelque chose que j'apprécie, que j'aime partager. Voilà. Voilà pour la préparation. Le jour J arrive, état d'esprit positif, optimiste, toujours se dire qu'on va faire de notre mieux, qu'on va tout défoncer, entre guillemets, excusez-moi du terme, qu'on va réussir, qu'on va voilà, communiquer toutes les infos qu'on souhaite communiquer. Et voilà, l'affirmation de soi, c'est très important. Il faut s'autoriser, voilà, il y aura toujours un peu de stress, peut-être un peu trembler, prendre le temps de trouver ses mots, mais il faut respirer, il faut prendre le temps de trouver ses mots, ses phrases et se structurer durant l'entretien et surtout faire confiance au recruteur parce que les questions… Alors, bien évidemment, si celui-ci est pertinent, pas comme l'expérience que j'ai racontée tout à l'heure, mais voilà, c'est se dire que… si j'ai la peine d'avoir un entretien aujourd'hui, c'est que mon profil peut correspondre. Donc, on y va sur de soi. Durant l'entretien, généralement, le recruteur resitue le contexte et va commencer par se dire présentez-vous. On présente le parcours scolaire, le parcours pro, pourquoi est-ce qu'on a candidaté. Voilà, simple. Je ne pense pas que ce soit dans cette question où il faut déjà dire les motivations, les qualités, etc. Et ensuite, à chaque fois, il va y avoir le défilé de questions. Donc, à répondre à chaque question avec des faits, de manière structurée, faire appel à un ancien parcours professionnel, une ancienne expérience professionnelle pour appuyer ce que l'on dit. Je trouve que c'est toujours bien d'appuyer ce que l'on dit avec des exemples. Ça donne du poids à nos motivations. Voilà. Écouter ce que le recruteur dit et poser des questions.
c'est bien de poser des questions. On peut poser des questions sur l'équipe que l'on va intégrer, les projets d'entreprise, le futur. Euh, voilà, donc il est intéressant aussi de poser des questions sur la phase d'intégration. Est-ce qu'on aura une formation au début, etc. Voilà. Donc, questions-réponses, écouter, bien formuler, prendre le temps de bien trouver ses mots. C'est très important parce que c'est une chance. Voilà, il peut y avoir une seconde chance, mais elle n'est pas garantie. Donc, il faut prendre cet entretien comme the chance, la chance unique de se présenter et d'exposer ses motivations. Et voilà pour l'étape de l'entretien. Vient, la question il faut aussi se préparer et ne pas hésiter à le dire durant l'entretien, c'est la question des prétentions salariales. C'est un sujet alors qui est encore assez tabou en métropole. Et dès que le sujet est abordé durant les entretiens, eh bien, tout le monde se crispe. Pourtant, ça fait partie du package, c'est la réalité. Donc, en amont, se préparer sur le salaire que l'on souhaite. Pareil avec une marge d'erreur, une marge négociable, de se dire, voilà, si, je donne un exemple, je veux 2 500 €, l'employeur, mais je suis prêt à descendre jusqu'à 2 300. Alors, ça ne veut pas le dire. Il faut dire je veux, mais de se dire dans sa tête, si jamais l'employeur descend jusqu'à 2 300, eh bien, OK, on y va. Donc, voilà, des petites choses comme ça, je pense que c'est important. Et puis voilà, l'entretien se termine, le recruteur vous remercie. Vous remerciez aussi le recruteur de vous avoir reçu. Et puis, généralement, un délai de réponse est indiqué. Ne pas hésiter après l'entretien, envoyer un mail, voilà, donc qui dit merci de m'avoir reçu, je vous renouvelle ma motivation pour l'entretien et reste à votre écoute. Et voilà, on attend. Si la réponse ne vient pas au bout d'un certain délai, on relance avec une petite question, voilà. Suite à notre entretien, je voulais savoir si ma candidature est toujours en lice, et voilà, des choses comme ça. Ce qu'il faut Alors bien évidemment, si c'est un entretien physique ou visio, voilà, être bien préparé, être présentable, bien évidemment. Par exemple, on évite le saut à capuche, quoi. Voilà, des choses comme ça. Hem, Ce qu'il ne faut pas faire durant l'entretien, c'est, d'avoir une posture, qui ne serait pas en accord avec le recruteur. Voilà, tout à fait ça. D'avoir un langage familier, voilà, en fait, tout ce qui peut froisser des personnes de manière générale, quoi. Heu, donc voilà, c'est de couper la parole, ne pas écouter, des choses de base, hein, en communication interpersonnelle, je dirais. Et voilà. Et à ne pas faire sur la partie candidature, donc c'est des lettres de motivation, les couleurs qui percent les yeux, les lettres de motivation sur 3-4 pages. Voilà, surenchérir, survendre son profil. On finit toujours par avoir l'info, qu'elle soit vraie ou fausse. Donc ne jamais survendre quelque chose, ne jamais dire qu'on a fait alors qu'on n'a pas fait. Ça finit toujours par être vérifié Savoir. par moi. Mhm. Voilà. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Je sais pas, je suis un peu long, mais Non, 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 c'est précis, c'est très bien. Et dans les recrutements, oui, que tu as pu faire, les entretiens que tu as pu guider. Ah non, d'abord, une autre question. En Mmh. tant que candidat, de tes expériences, les recruteurs sont-ils quand même compréhensifs face au stress que peuvent ressentir les candidats? Hem, De tes oui, expériences et de ce que tu as pu entendre aussi. oui. Heu, je vais te dire que oui, ils savent parce que l'entretien de recrutement, c'est une épreuve et les recruteurs qui occupent cette place de recruteur, et ben, il faut savoir qu'eux aussi, ils sont passés par l'étape du recruté, du candidat. Ils ont eux aussi passé un entretien, ils ont eux aussi, tout donné pour que le recruteur perçoive leur réelle motivation. Ils ont élaboré leur CV, ils ont rédigé des lettres de motivation, ils ont attendu des réponses.
Et donc, les personnes qui nous reçoivent en entretien ont été à notre place. Donc ça, il faut le dire. Euh, alors après, pas tout le monde, pas tous les recruteurs, pas tout recruteur est bienveillant, malheureusement, c'est la réalité. Mais il faut savoir se défendre. Il faut savoir voilà, être prêt à tout type de situation et ne pas se laisser perturber par ceux qui nous mettent à l'épreuve. Ne pas se laisser perturber par une dose de stress supplémentaire. Au contraire, se dire qu'il faut voilà, que le recruteur est passé par là, donc ils vont comprendre que nous sommes stressés et faire en sorte de transformer ce stress en boost, en fait, de se dire je suis stressé, mais c'est parce que j'ai tellement envie d'avoir ce poste-là que je vais tout donner durant l'entretien et voilà. Donc le stress, c'est quelque chose de naturel et le recruteur doit, ils le font pas toujours, mais ils doivent le comprendre. Donc voilà pour ça. Et l'autre question que j'avais, que j'ai du coup oubliée, mais je crois que c'était toi en tant que recruteur, Mhm. quelles sont un petit peu les, alors on va dire les pépites, donc ce qui a été positif, et les perles. Quand on parle de perles, donc les petites choses drôles, négatives, ben voilà, que tu n'as pas pu Oui, accepter parce qu'il y avait quelque chose de tellement flagrant, enfin, voilà, entre guillemets drôle, enfin, les éléments marquants ouais. dans les entretiens, tant positifs que négatifs, que tu as pu, auxquels tu as pu assister, que tu as pu conduire en tant que Oui, recruteur. Est-ce que tu as deux, trois exemples oui, à tout à nous fait. communiquer? Ouais, alors, d'abord du côté positif, alors, moi, il faut savoir que lorsque j'étais recruteur, j'invitais les candidats à me rejoindre dans une atmosphère bienveillante. Donc, je voulais que l'échange soit fluide. Je lui posais mes questions, bien évidemment, mais je me mettais dans un contexte où je sais qu'elle va donner qu'elle va faire elle va faire de son mieux, en fait. Elle va donner le meilleur d'elle-même. Donc, voilà, posez, bienvenue, prenez votre temps, un verre d'eau. Voilà. Mon meilleur souvenir, c'est un échange qui était tellement fluide que l'heure qui suivait l'entretien, je lui donnais une réponse favorable. C'était une personne en fait qui était passionnée par son métier. Donc, c'était sur un poste de conseiller commercial téléphonique pour Orange, du coup. Et la personne, alors non, il était conseiller commercial, il est passé responsable en fait des équipes justement de conseillers commerciaux. Et il maîtrisait parfaitement son métier et en parlait avec passion. Ses motivations, pourquoi est-ce qu'il voulait à tel endroit, c'était tellement fluide. C'était, je trouve pas les mots, mais en fait, c'est ça, c'est ce côté en fait sûr de lui, tout en restant bienveillant et en se remettant en question à chaque fois, en étant passionné, en me disant à chaque fois, en citant une qualité et en plus en l'appuyant avec un exemple de ce qu'il fait au quotidien, de ce qu'il a pu faire par le passé. Euh, et surtout ce côté très corporate, hein, c'était un entretien interne. Donc, il avait ce côté corporate où il mettait vraiment en valeur la culture de l'entreprise. Il exprimait sa reconnaissance de ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Et voilà, pas une ombre d'hésitation. Il avait bien préparé. C'était un échange naturel. Et ça a vraiment été le meilleur entretien que j'ai pu mener. Il a duré 1 heure et demie, pareil à chaque fois, mais ça a été un échange. Ça a été un échange. C'était pas une question-réponse brute comme on pouvait. C'était un échange. C'est comme si voilà, on était au téléphone et qu'on conversait de manière générale. Et ça, je pense que c'est très bien parce que autant lui a pu se mettre en valeur, moi j'ai pu tout comprendre et lui aussi a tout de suite compris ce que j'attendais de lui en tant que candidat. Et donc ça a été d'une fluidité. C'était génial, c'était super comme entretien, voilà. Heu, à l'inverse, les, entretiens que j'ai pas forcément, appréciés, hem, c'était un alternant. Alors il se candidatait du coup sur un poste pour un poste en alternance. Alors,
je dis pas que lorsqu'on est alternant, il faut voir les choses de manière un peu moins ambitieuse. Non. Pareil, quand on candidate en alternance, nous aussi, on a une valeur. Le futur alternant a sa valeur. Il a confiance en lui. Il a de l'ambition parce qu'il souhaite atteindre tel objectif, avoir tel diplôme. Donc, il a le droit d'y aller et voilà. Mais on ne peut pas avoir une posture que l'on a lorsqu'on candidate sur un poste de directeur, par exemple. Et donc, j'ai un candidat qui a eu une posture où il m'a posé plus de questions que moi je lui en ai posé sur la crédibilité du manager de l'équipe, sur ma crédibilité. Donc, vous, combien d'entretiens vous passez par jour voilà, et le manager, est-ce qu'il a l'habitude de manager des alternants, des choses comme ça. Mais avec un ton très Ah, condescendant, parce qu'en ah ouais, ok. plus, en soi, les questions peuvent être pertinentes, mais lorsque tu le poses avec un ton assez condescendant et en plus, lorsque tu fais des remarques à côté, en disant parce que moi je veux ci, moi je veux ça, faut se dire OK, mais est-ce que tu as conscience de ce que l'entreprise veut aussi? Faut pas l'oublier. Moi, de toute façon, j'ai toujours défendu l'idée, c'est 50-50 dans tout type d'entretien. Euh, voilà, le candidat souhaite avoir ce poste-là, mais l'entreprise aussi a son besoin. Si l'entreprise a créé l'offre, c'est parce qu'elle a un besoin, elle est à la recherche aussi du potentiel, du talent qui vient combler ce besoin-là. Donc, c'est 50-50. Il est hors de question que ce soit 80-20. Et en plus, que ça vienne du candidat, c'est pas bienveillant, c'est pas ce qui y a de mieux. Sa posture était limite méprisante. Et voilà, nous avions des partenariats privilégiés avec certaines écoles et on lui a dit, voilà, pour tel diplôme, on souhaiterait recruter des candidats de telle école. Et il a osé me répondre, ah, mais moi, je préfère telle école parce que c'est plus près de chez moi, à pied. Est-ce que c'est une source de motivation? Alors, personnellement, peut-être, ça peut être un confort, mais le dire comme élément de motivation premier Mm, mm, durant mm. l'entretien, non. Le confort, c'est bien d'avoir un peu de confort dans sa vie, mais là, ouais, c'est pas bien placé. Et voilà, j'ai été rappelé le lendemain par ce même candidat qui essaie de me dire, ben voilà, vous m'avez dit que vous m'avez rappelé aujourd'hui, alors que je n'ai jamais dit ça. Voilà, lorsqu'on est alternant, et ça on le dit, il y a une grille de salaire qui est déjà élaborée, qui est avantageuse par rapport à la grille de manière générale. Mais la personne a quand même essayé de négocier, mais négocier de manière, voilà, pareil, méprisante, pas pertinente. Ah, moi aujourd'hui, j'ai une entreprise qui me propose un salaire de cadre, donc vous, je dis: «Bon, c'est bien d'être ambitieux, mais quand même, il y a l'ambition et l'arrogance». Donc voilà, je pense que la ligne est alors c'est ça, pas tomber dans le piège, la ligne est fine entre, l'arrogance et la confiance en soi. Donc ça bien évidemment, le candidat n'a pas été recruté, cela va de soi et voilà. Donc voilà ma pire expérience et c'est ça qui est frustrant, c'est que tu invites le candidat à ce qu'il donne le meilleur de lui-même, mais en face à voilà, quand il abuse un peu de ça et ça devient méprisant, bah, c'est pas top. Voilà. Eh bien, en tout cas, ça me permet et ça va permettre à ceux qui vont travailler sur notre entretien de comprendre plein de choses. Ouais. Peut-être une dernière question sur, alors, en fonction de ce que bon, je pense que ça peut être pareil à La Réunion ou en France, les étrangers. Mmh. Est-ce que tu as été en concurrence connue avec des étrangers, donc non français, Mmh. européens ou pas européens? Et dans les entretiens que tu as conduits, est-ce qu'il y avait des étrangers? Et si oui, heu, est-ce qu'il est facile de les embaucher? Mmh. OK. Alors, moi, pour ma part, en tant que candidat, je n'ai pas été confronté, jusqu'à présent en tout cas, à d'autres candidats, étrangers. Moi-même, si tu veux,
bon, la Réunion, c'est la France, ça c'est sûr, mais lorsque je candidatais depuis la Réunion pour venir en métropole, j'ai été confronté au fait que les entreprises vont toujours privilégier le bassin d'emploi local. Donc, voilà, donc, lorsqu'ils sont à Lyon, ils vont recruter soit à Lyon ou au pire à Paris ou quelque part en France, mais très rarement à 11 000 kilomètres. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir pu avoir un job alors que j'étais encore à La Réunion. C'est pas évident parce qu'il faut savoir prouver et savoir rassurer l'employeur en lui disant, lorsque nous ne sommes pas encore arrivés, parce que lorsque nous sommes déjà là, c'est moins difficile. Mais lorsque nous sommes encore à 11 000 kilomètres ou à l'endroit que nous nous apprêtons à quitter, il faut rassurer l'employeur en lui disant, je viens, je suis sûr, ma décision est prise, j'arrive bientôt. Faites-moi confiance, je suis loin, mais je viens. Donc, ça a été un sacré challenge, mais voilà, c'est lorsqu'on donne tout ce qu'on a et qu'on arrive vraiment à rassurer la personne, l'entreprise, on y arrive. Donc, voilà. Ensuite, moi, en tant que recruteur, j'ai eu en effet des candidats étrangers, voilà, pays d'Amérique latine, pays asiatiques et anglophones. Je pense en effet que pour ces candidats, excuse-moi, je pense en effet que Attends. lorsque l'on reçoit des candidats étrangers, alors il y a la barrière de la langue, forcément, il faut être patient et prendre le temps d'écouter. Il faut que le recruteur ait conscience et que le candidat aussi se dise que oui, on sera confronté à des candidats qui sont déjà sur place, qui maîtrisent parfaitement la langue du pays, mais ça ne m'empêche pas, moi, candidat étranger, d'avoir les compétences qui sont demandées. Ça ne m'empêche pas, moi, candidat étranger, de pouvoir atteindre les objectifs qui seront fixés, d'apprendre ce qu'il y a à apprendre. Il se peut même que, de par le parcours que j'ai déjà réalisé, j'ai appris des choses, j'ai maîtrisé des choses qui n'existent pas encore en France, mais qui auront un impact très positif et qui vont permettre d'apporter quelque chose de complètement de nouveau et d'innovant en son entreprise. Le fait pour moi d'être étranger, c'est quelque chose d'unique, d'original. C'est quelque chose qui est pour moi très, très, très positif. Parce que ça permet de constituer une équipe avec divers états d'esprit, divers backgrounds, diverses histoires, divers parcours. Et tout ça, pour moi, donne un mélange exquis. Voilà le terme. C'est toujours bien de prendre ce qu'il y a un peu ailleurs, d'avoir de l'expérience d'ailleurs. Voilà. Et donc, il faut se dire, le candidat étranger, moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'il est unique, il a quelque chose qui n'existe pas en France. Il faut jouer là-dessus pour faire part de sa motivation auprès de l'employeur français. Et de se dire qu'aujourd'hui, en plus, je trouve qu'on est beaucoup plus ouvert au monde et que c'est une opportunité pour un employeur français de recruter un candidat d'ailleurs. Donc, moi, j'en ai eu. Donc, alors forcément, voilà, alors qu'il y a la barrière de la langue, mais lorsqu'on va doucement et lorsqu'on écoute, on arrive à se comprendre. J'en ai recruté. Il y a eu des candidats d'ailleurs qui ont pu être recrutés et j'en suis très, très, très content. Je me suis renseigné après mon départ et ils ont eu du succès. Voilà, ça a marché et c'est génial. C'est top de se dire que voilà, nous, en tant que recruteurs, on a pu permettre à un candidat étranger de venir et d'apprendre ce qu'il souhaitait apprendre. Et nous aussi, un peu, on a pu bénéficier de son parcours, de son expérience, de son esprit d'ailleurs. Donc, c'est pas facile, hein. C'est difficile forcément, oui. Parce que pas tous les employeurs aujourd'hui sont aussi ouverts, mais avec persévérance et affirmation de soi, on y arrive. Donc, voilà. C'est beau. C'est un challenge, c'est quelque chose, mais au final, ouais, c'est quelque chose de bien. Avec mon coloc, par exemple, mon coloc, il est sénégalais, il est ingénieur
si je ne me trompe pas. Il a pu exercer déjà chez des très grandes boîtes à Lyon et il a pu apporter sa pierre à l'édifice pour de très grands projets. Donc il en est très fier, il en est très heureux et quand il en parle aujourd'hui, voilà, c'est quand même un élément de succès très important. Donc voilà, il ne faut pas s'arrêter à là où on est, là où on vit, là où on est né. Il faut aller jusqu'à la personne, la motivation de la personne, les compétences, cette envie d'apprendre de la personne, cette remise en question quotidienne. Et voilà. Donc, malheureusement, ça reste difficile, mais pas impossible. Et lorsque c'est un succès, c'est très, très beau. Voilà. C'est superbe. C'est superbe. Vois-tu autre chose que tu voudrais partager ou une question que je n'aurais pas posée, un élément que tu voudrais rajouter? Euh, Bah, écoute, pas spécialement. Je pense que j'ai un peu tout dit. Alors, il faut se dire que dans tous les cas, chaque échange est une expérience. Chaque entretien, qu'elle soit positive ou négative, est une expérience. Et en plus, lorsqu'elle est positive, se dire, malgré l'acceptation, qu'est-ce qu'on a appris à travers cet entretien? Grâce à quoi j'ai pu avoir le poste que je voulais durant cet entretien? Parce que si 3, 4, 5, 10 ans plus tard, on est amené à recandidater, eh ben, il faudra s'appuyer sur le succès de cet entretien pour les prochains. Si elle est négative, ne pas baisser les bras, de se dire c'est pas fini, il n'y a pas qu'une seule entreprise sur Terre, il y en a plein d'autres. Donc voilà, rester optimiste jusqu'au bout, rester positif, rester prêt. On peut avoir parfois ces moments de fatigue, ces moments de faiblesse, mais il faut se l'accorder, prendre de l'élan et revenir en force. Je me souviens, parce qu'à un moment donné, à La Réunion, bon, j'ai connu une période où j'ai pas bossé pendant un long moment. Et il y a des entretiens où voilà, je suis arrivé, je traînais des pieds, c'était pas la meilleure posture. Et au final, on se dit que tant que il faut prendre chaque non comme une autre opportunité meilleure ailleurs. Il faut se dire ça. Et quand celle-ci va finir par arriver, elle peut prendre du temps parfois, c'est vrai, mais quand elle finit par arriver, c'est ce sentiment de satisfaction, voilà, c'est très, 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 ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, jamais baisser les bras, toujours être prêt, se préparer. Et voilà, je terminerai là-dessus. En tout cas, tu es passionné, c'est très beau à voir, c'est agréable. Ça me fait Et, plaisir de partager tout ça en tout cas. et un grand, grand, grand merci. Ah oui. Merci Samuel. Merci à toi. Donc, je te dis au revoir et à très bientôt avec un nouvel entretien. Avec grand plaisir pour une prochaine et à très bientôt.